L'épidémie de sida a explosé depuis plus de 10 ans. Il y a eu en France plus de 25 000 malades et il y aurait aujourd'hui plus de 100 000 séropositifs. Pourtant, beaucoup de Français restent sourds, aveugles ou simplement imprudents. Sans doute croient-ils que le sida n'arrive qu'aux autres, que le virus ne contamine que les marginaux, les toxicomanes, les homosexuels. C'est pour combattre cette dangereuse illusion que, malgré leur souffrance, nos invités de ce soir ont eu le courage de venir témoigner devant les caméras. Luc, vous avez 28 ans, vous avez découvert que vous étiez séropositif en février 91. Comment vous l'avez appris? Je l'ai appris par par le père de la personne avec qui j'étais à ce moment-là. Il a téléphoné, en ce temps-là je travaillais en province, il a téléphoné pour m'avertir que d'après les résultats sanguins, sa fille avait donc une maladie qui aurait pu être soit le sida comme il m'a dit, ou bien un cancer quelconque. Alors moi je me suis inquiété forcément, évidemment, et j'ai fait un test de dépistage pour savoir de quoi il en était à mon niveau. Et une semaine plus tard, j'ai appris que ce test était positif, quoi. Mais quelle est la première chose à laquelle on pense quand on apprend ça? Lorsque je suis sorti de là, c'était un matin de février, il faisait beau et j'avais l'impression que tout s'écroulait quand même, comme si... oui, que tout s'écroulait, c'est cette impression-là qui est restée la plus forte dans ma mémoire, surtout. Vous êtes immédiatement retrouvé, j'imagine, avec Isabelle, pour en parler? Ah oui, absolument. Le soir même, c'était le coup de téléphone tout de suite pour essayer d'en discuter, mais c'est pas évident, c'était pas facile, c'était même très pénible. Donc vous avez été obligés de remonter dans votre passé, l'un et l'autre. Voilà. Et comment vous avez acquis la conviction que c'était vous donc, qui aviez contaminé Isabelle? Parce que déjà par nos antécédents de vie en commun. Voilà. Il était donc assez aisé de savoir quels étaient nos autres partenaires, nos précédents partenaires. Isabelle ayant eu moins de partenaires que moi, donc ça a été très vite fait le tour. Moi, n'en ayant eu guère plus, ça n'a pas été trop difficile de trouver qui. Mais comment est-ce que cette personne qui était comme moi, née d'un milieu à risque, et d'une bonne famille quand même, a pu se retrouver séropositive comme ça. Et à force, et en cherchant, et surtout en retrouvant cette personne, j'ai pu apprendre qu'effectivement, c'était un garçon avec qui il était sorti peu de temps auparavant, avant moi, qui lui était toxicomane. Voilà. Et lorsque lui l'a su, plutôt que de lui dire, et bien sûr de le savoir pour moi, il s'est tiré une balle dans la tête. C'est-à-dire il s'est suicidé, quoi, net. Et c'est resté... Donc elle n'a jamais su. Voilà, c'est resté un mystère. Elle l'a su en fait un peu de temps avant de décéder elle-même. Et elle lui en voulait beaucoup, quoi. Voilà comment ça s'est su. Enfin, comment je l'ai su, comment Isabelle et moi l'avons su. Toute cette chaîne donc s'est mise d'une certaine manière en place parce que personne n'a dit. Personne n'a rien dit, de toute manière. Y compris les médecins, donc. Il s'est avéré qu'une année plus tôt, j'avais été hospitalisé et j'avais une prise de sang qui s'était révélée positive. Et elle ne m'avait pas été communiquée. Et donc c'est dans cette année où j'aurais pu le savoir que j'ai rencontré cette personne qui, à son tour, a été contaminée donc, par ma faute. Vous voulez dire qu'un an auparavant, donc, vous avez été hospitalisé, oui, cela. On vous a fait un dépistage. À mon insu, oui. À votre insu. Oui, c'est-à-dire j'en ai jamais eu la réponse. Je me suis retrouvé à sortir de l'hôpital. J'ai dit ça à une infirmière du service, s'il y a quelque chose, est-ce que je serai au courant? Et on m'avait dit oui. Effectivement, 3 mois plus tard, toujours pas de nouvelles. J'étais persuadé donc tout allait bien. On a joint l'hôpital où ce test a été fait pour savoir ce qui s'était passé. Et dans l'immédiat, on n'a pas vraiment de réponse. En tout cas, l'hôpital dit qu'ils ne savent pas pourquoi une erreur pareille a pu arriver. C'est la seule réponse qu'on ait aujourd'hui. Oui, effectivement. Oui. Peut-être que la lettre a été faite et qu'elle n'est jamais arrivée, ou... Je ne sais pas. Enfin,
Maintenant, c'est trop tard de toute manière. Vous suspectiez, vous, quelque chose quand il y a eu donc ce test un an auparavant à l'hôpital? Absolument pas. Rien ne faisait en sorte à ce que je puisse suspecter quoi que ce soit, puisque j'étais donc célibataire et peu de temps auparavant, j'avais vécu 2 années et demie avec la même personne, donc je voyais pas la raison pour laquelle quoi que ce soit pouvait m'arriver. Franchement pas. J'étais pas dans les groupes à risque, enfin, tel que je l'avais perçu par ce qu'on entendait à ce moment-là. À savoir toxicomanie, voilà, homosexualité. J'étais pas du tout, je côtoie pas ces milieux, donc je me sentais pas du tout, enfin les autres quoi, surtout les autres. Le fait d'apprendre, hein, Luc, d'avoir la conviction, donc c'était vous qui aviez contaminé donc votre ami après avoir vous-même été contaminé. Vous êtes, c'était quoi votre sentiment vis-à-vis de culpabilité, imaginez. Enfin, je pense que c'est pas très difficile. Si vous aimez une personne, vous voulez pas faire de mal à une personne. Et lorsque ça se produit, ben, c'est l'impression de détruire la vie de quelqu'un et de quelqu'un qu'on aime. Et ça, c'est résultat. Je me suis retrouvé à me mépriser moi-même, forcément. Avec Isabelle, est-ce que ça, avec votre amie, ça a détérioré vos relations? Au prime abord, oui, très vite, la situation s'est détériorée. On a fini par ne plus vraiment se côtoyer. Et puis le temps passant, ben, à force de me faire mûrir la réflexion, ben, disons maintenant, on s'entend bien de nouveau, quoi. Si ça a fait exploser votre couple, c'est parce que vous sentiez donc vous coupable, elle vous responsabilisait. Qu'est-ce qui a fait que ça a sauté à ce moment-là? Est-ce que c'était trop dur à vivre entre vous? Ça a été une situation en fait très complexe parce qu'à ce moment, lorsque je l'ai su, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon logement, donc j'ai quitté la province pour revenir sur Paris. Elle, de son côté, au niveau de ses études, ça devenait plus difficile, au niveau de la concentration, tout ça. Et on s'est quitté petit à petit, doucement. Moi, je cherchais un endroit où me réinstaller et c'était de plus en plus pénible, le fait d'avoir toujours cette idée en tête. Qu'est-ce que je vais faire? Combien de temps Oui, on y pense. Combien de temps est-ce que je vais durer? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans l'avenir? Quel avenir, déjà? Au moment où vous l'avez appris, vous étiez animateur, vous, non? Oui, j'étais animateur. Dans un centre? Dans un centre d'animation, ouais. Oui. Avec plusieurs collègues. Comment ça s'est passé? On vivait dans la même maison. Oui. Mais il s'est passé que lorsqu'on est loin de sa famille et loin des siens, j'en ai parlé autour de moi. Et très vite, j'ai perdu ma place. Tout a été fait pour que je m'en aille, quoi. Enfin, que je sois dehors de la maison plutôt que dedans. En vous disant quoi? Oh, en disant et en faisant quoi? Faire sa vaisselle tout seul, par exemple, ça c'est quelque chose d'un seul coup. Personne ne voulait plus, mettons, manger dans la même pièce, dans la même cuisine. On faisait la vaisselle chacun à son tour, une vie collective. Et puis ce qui s'est avéré, c'est que d'un seul coup, je me suis retrouvé exclu de cette vie collective, à faire moi-même ma vaisselle. Déjà, je pense à ça, parce que ça a été la première chose. Ça a commencé par ça, et puis ensuite, j'avais un chat, alors plus personne ne voulait toucher mon chat, parce que si mon chat m'avait griffé, des tas de petites choses comme ça, pas vraiment dures à supporter directement, mais tous les jours à constater, c'est vrai que c'est angoissant. Luc, donc ces personnes qui travaillaient avec vous au centre, c'était des gens qui étaient quand même un peu au courant, non? De la transmission quand même. Parce que dans ce que vous dites, apparemment, les gens ne savent rien. Non, apparemment, voilà, ils s'imaginent qu'on peut attraper. Même encore aujourd'hui, je rencontre beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de la facilité de transmission de cette maladie. Vous vous êtes retrouvés à leur expliquer justement que ça ne se faisait pas comme ça en se touchant et que c'était c'était vraiment par le sang. D'ailleurs, je n'en parle jamais. Par exemple, je ne dis jamais que je suis séropositif. Pourquoi? Parce que tout de suite, je me suis rendu compte que les gens ont un regard différent à partir du moment où on le lit. On vous apprécie très bien quand vous dites rien, et à partir du moment où vous le dites, soit les gens sont vraiment trop complaisants et ça devient insupportable, ou soit ils ne portent plus d'attention à vous, quoi. Oui, mais vous, l'exclusion dans laquelle vous vous êtes trouvé, oui, ça a été comme ça tout au long de ces quelques années. Ça a commencé par le centre et ça a été
Avec vos amis, avec d'autres personnes? Ben, c'est-à-dire après cette expérience très difficile qui pendant 6 mois m'a laissé à côté de la plaque, j'avoue, bien. Cette exclusion, ben, je l'ai effacée à partir du moment où je l'ai plus dit, quoi, où j'ai vécu comme tout le monde sans jamais rien dévoiler. Je n'en parle pas, mais dans le milieu ouvrier, c'est encore une chose qui n'existe pas. Hein. Le sida, c'est encore une bonne plaisanterie, je l'avoue. Hein. Par exemple, dans mon cas, on va à la visite médicale, on sort donc de la visite, il y a les collègues qui attendent dehors, et la première chose qu'ils font, c'est de rigoler. Alors, on t'a dit que tu avais le sida? Bon, bien sûr, le mieux, c'est de dire oui, oui. Je me suis retrouvé dans plein de situations rocambolesques dans ce style. C'est une bonne blague. Des amis, voilà, des amis que je connais depuis des années, des amis d'enfance qui me disent mais t'imagines, on parlait du sida, mais t'imagines si t'avais le sida? Et je suis obligé de dire non, j'imagine pas. Vous, votre famille le sait? Non. Non. Non, ma famille ne le sait pas. Seul un groupe très restreint d'une dizaine de personnes doivent le savoir. Attendez, pourquoi vous ne l'avez pas dit à votre famille? Je n'ai pas pu le dire. J'ai tenté de le dire, disons quand même. Au départ, j'ai voulu essayer de le dire, mais comment, je ne savais pas. Et un jour, de but en blanc, j'en ai parlé à mon père, qui n'a pas du tout voulu croire la blague, l'énorme plaisanterie que j'étais en train de lui faire, quoi. C'était pas possible. Et en fait, mon père a eu la réaction que je mentais, je disais ça pour me rendre intéressant. J'en ai pas parlé à ma mère pour ne pas lui faire de mal, et j'avais peur d'une réaction similaire, et ça a amené à ce que finalement il ne le sache pas, quoi, aujourd'hui. Et pourquoi, d'après vous, votre père n'a pas pu l'entendre? Est-ce que c'est une mauvaise information? Est-ce parce que c'était trop dur à accepter? Je sais pas. Je sais pas, j'en ai jamais reparlé avec lui par la suite. Puisque ça avait plutôt mal tourné la conversation, j'ai préféré ne jamais la remettre sur la table. Donc là, le fait de le dire, hein, de venir le dire ici, c'est aussi pour qu'il l'apprenne, donc. Pour qu'il en soit convaincu, surtout, parce que je ne serais pas là sinon, je pense. C'est cela. Et Isabelle, son entourage le sait? Oui, son entourage est plus au courant que le mien. Oui. Et je dirais qu'elle a été quand même beaucoup plus soutenue au départ que moi-même, puisque je n'en avais parlé qu'à un groupe restreint qui, lui, m'avait exclu, alors qu'elle s'était adressée à sa famille, qui, bien sûr, ne l'a pas exclu. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez reconstruit une vie affective à côté? Est-ce que vous avez une petite copine, elle a un petit copain? Personnellement, pour mon cas, non. Et quant à Isabelle, elle a tenté, et je crois qu'elle a réussi effectivement à reconstruire une vie amoureuse, enfin différente certes, mais quand même. Moi non, En prévenant. Voilà, en prévenant. Tandis que moi, j'en suis encore au stade de la culpabilité, je n'arrive pas à revivre comme avant. Je n'y arrive pas. C'est un blocage. Mais par exemple, pour avoir des relations sexuelles, il suffit de mettre un préservatif pour avoir une vie sexuelle normale. Certes, certes. Ça, mais en arriver là, maintenant, c'est comme un cauchemar, quoi. C'est une peur. C'est une peur tout simple. C'est une peur... J'entends ça de la manière où, à partir du moment où relation sexuelle il y a un côté amour, il y a un côté réciprocité. Et si je suis sincère, je ne peux pas. C'est une question de sincérité, quoi. Je ne peux pas aimer quelqu'un tout en sachant qu'il suffirait d'un rien pour briser la vie de quelqu'un de nouveau. Ça, je ne veux pas. Je ne supporterai pas, quoi. Et est-ce que c'est aussi la peur de dire? Aussi la peur d'avoir à dire à une personne avec qui on pourrait avoir envie de construire quelque chose, ou qui pourrait avoir envie de construire quelque chose avec moi-même, le fait de, dès le départ, mal partir. Parce que finalement,
j'arrive pas à imaginer ça comme avant avant que je le sache, comme avant que je sois malade, enfin malade, séropositif plutôt. C'est-à-dire, c'est une nouvelle vie, quoi, une vie différente. Vous êtes repris sur malade. Vous vous considérez comme, vous ne vous considérez pas comme malade ou... Je ne me considère pas comme malade, oui, je me considère en pleine forme. D'ailleurs, parmi tous mes collègues, je crois que j'ai bien la frite. Depuis maintenant 1 an, depuis la ZT, depuis ma prise de ZT, j'ai plus aucun problème de santé. Ça a transformé votre vie? Oui, oui, je suis reparti sur, je dirais, sur une nouvelle route, enfin j'espère. Et je souhaite qu'elle dure. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je ne me considère pas malade, quoi. J'ai encore des projets, j'ai encore envie de faire plein de choses, j'ai encore beaucoup de souhaits, j'ai beaucoup de choses en tête, encore plein de choses, quoi, à faire. Donc je me considère pas malade. Si je me considère malade, je serais malade. C'est évident. Le fait de savoir que vous êtes séropositif, est-ce que ça a transformé votre vie? Je ne parle pas des exclusions, du travail et tout, mais vous, dans votre tête, oui, est-ce que vous avez du coup vécu différemment? Oui, 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 oui. Maintenant, il est vrai que je vis différemment, mais pour beaucoup de choses. Lorsque je fais quelque chose de pénible et de rebutant, je me dis que j'ai déjà la chance d'être là pour le faire. Avant, je n'y prêtais pas attention. Avant, je vivais au jour le jour, enfin peut-être moins, mais sans y faire attention, surtout tous les jours je vivais sans y faire attention. Là maintenant j'ai vraiment l'impression d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et que chaque instant qui passe est un instant savouré, un instant à prendre pleinement, savourer l'instant présent, quoi. Luc, vous disiez tout à l'heure que c'était difficile, parfois le regard des gens, l'attitude des gens autour de vous, et là le fait de venir témoigner, donc c'est un véritable acte de courage, mais est-ce que vous n'avez pas peur non plus que demain ça change des gens? Si, bien sûr, si, bien sûr, mais je dirais, je suis peut-être arrivé aussi à un moment où je me sens prêt à affronter. Je crois que l'émission s'appelle les masques, je crois que je suis prêt à retirer le masque. Maintenant, j'aimerais ne plus avoir honte d'être malade, quoi. C'est ça la pire des choses, parce que je connais des gens qui ont eu des maladies terribles, qui s'en sont sortis, tant mieux pour eux. Mais lorsqu'ils disaient qu'ils avaient un cancer, tout le monde était conciliant, quoi. Allez dire que vous avez le sida et tout de suite c'est l'opposé qui se produit. Donc c'est embêtant. C'est même attristant, quoi. C'est un petit mot là, ce que vous dites. Oui. C'est un euphémisme. Ouais. Vous justement, qu'est-ce qui vous a amené vous à témoigner, Luc, sachant que toute démarche justement de vérité par rapport à la séropositivité et au sida peut amener une démarche d'exclusion encore plus grande. Qu'est-ce qui vous a amené justement à amener ce témoignage? Peut-être s'il y a une chose que je pouvais peut-être faire pour Isabelle, c'est éventuellement pour d'autres Isabelle qui pourraient rencontrer d'autres Luc, quoi. À l'avenir, si ça peut être ma manière de mettre la puce à l'oreille à des gens qui ne l'ont pas encore, je me sentirais déjà mieux au niveau de ma culpabilité. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus à elle que vous pensez en permanence qu'à vous, et que vous témoignez aussi beaucoup pour elle. Aussi, oui, si seulement je pouvais faire quelque chose pour que si on pouvait revenir en arrière, si je pouvais. Pour moi, bon, c'est un fait, mais c'est dommage, quoi, parce que bon. L'hôpital aurait pu me prévenir, ça aurait été établi, quoi. J'aurais été séropositif, mais je ne l'aurais pas transmis. C'est surtout ça qui est important, je ne l'aurais pas transmis. C'est ça surtout qui a été difficile à digérer. Et toujours difficile à digérer d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas l'impression que vous aviez justement vous,
De la rancune vis-à-vis de votre autre compagne? Non, non, même pas. Oui. Non, je l'aimais aussi, quoi. C'est toujours le même problème, quoi. Tout ça, en fait, pour mon cas, le sida, c'est une histoire d'amour, finalement. C'était il y a 6 mois, lorsque vous avez entendu le témoignage de votre fils Luc à la télévision. Comment vous l'avez pris? Est-ce que ça n'a pas été trop violent de l'apprendre de cette façon-là? Si, ça a été un choc quand même, parce que de l'apprendre de cette façon. Mais enfin, moi, ça m'a permis de connaître un autre Luc. Bon, j'ai découvert que depuis de nombreux mois, il avait vécu tout seul, vraiment, et avec ça, avec ce poids-là, quoi. Donc ça a dû être très, très lourd pour lui. Luc était venu avoir un caractère exécrable, on ne pouvait plus rien lui dire, il prenait la porte tout de suite, il nous envoyait promener, alors que ce n'était pas du tout son style. Et vous ne compreniez pas pourquoi? Non. Et à partir du moment où Luc a su qu'on le savait, on a pu en discuter ensemble. Pourquoi, d'après vous, vous ne pouviez pas entendre votre fils quand il a essayé de vous le dire? Nous avions des rapports assez tendus. Ne le voyant pas travailler, je me suis dit que c'était des blagues qu'il me racontait, et puis c'est tout. Je restais là, dans mon cocon. Bon, quand j'ai vu votre émission, je l'ai visionnée 4 fois, et là j'ai compris mon erreur, et j'ai vu... J'ai compris la détresse où était mon fils. Pourquoi, d'après vous, vous n'avez jamais pu en parler entre vous? C'est très difficile d'annoncer à ses parents qu'on risque de partir avant eux. C'est quelque chose qui est même inimaginable, je pense, pour des parents. Alors leur annoncer quelque chose d'une maladie dont ils ne connaissent pas tout, et d'ailleurs ce ne sont pas les seuls, c'était forcément leur donner un choc que j'avais pas envie de leur offrir comme ça, gravement, quoi. Et peut-être que la télévision a atténué cet effet de direct. Alors que ça semble amplifié, au contraire, en fin de compte, parce qu'ils ont pu m'entendre sans avoir à me couper. Est-ce que vous vous sentez, vous, libéré de l'avoir dit? C'était vraiment cette sensation de déposer le fardeau de toutes mes idées qui pouvaient être sassées intérieurement, quoi, qui par exemple, je pense que durant cette période, j'ai réussi à douter que mes parents étaient extra, quoi, quand même. Pour tout dire, il a réintégré le cercle familial, voilà. Nous avions une certaine distance, mon fils et puis moi, et nous nous sommes tous rapprochés. Vous n'avez pas peur du regard des autres, de vos amis? Pas du tout. Ah, pas du tout. Non, non. Bon, si les autres nous regardent mal parce qu'ils nous auront vus passer à la télévision témoigner pour le sida, eh bien, disons, tant pis pour eux, hein, c'est ce qu'ils ne comprennent pas, et puis c'est tout. C'est le moindre de mes soucis. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.